mec qui s'appelle Xavier Davalmaison. Serpent, cacher les spirales Dans les serpents. Non, Des dans aquariums. le fond des aquariums à Saint-Caron. C'est quoi, je monte pas dedans. Ouais. 26 mai 2024, ultime café littéraire de la saison. La joie donc pour la médiathèque Valais de Saint-Maurice et pour moi-même de vous recevoir une dernière fois, cher public, et d'accueillir avec vous pour la première fois Monsieur Éric Bulliard, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie puisqu'il a accepté de venir aujourd'hui à notre rencontre. Éric Bulliard, vous êtes né en 1970 à Fribourg et avez étudié la littérature française et l'histoire de l'art. En 1997, vous entrez à la rédaction du journal La Gruyère et devenez responsable de la rubrique Culture. Journaliste, vous avez donc appris à décrire, c'est-à-dire regarder puis condenser en une observation pour finalement dire. Mais un jour, à cela, vous ajoutez le temps pour faire mieux résonner le mot et vous publiez 2 romans, L'adieu à Sainte Kilda, paru en 2017 aux éditions de l'Eb et qui obtient le prix Édouard Rod 2017, le prix littéraire SPG 2018 et le prix de la Fondation littéraire Régis de Courtonne 2019. En 2022, La Cabine, roman sélectionné par le jury Lettres Frontières, qui reçoit le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2023. 2 très beaux ouvrages et pourtant différemment, et qui disent votre fascination pour l'ailleurs où solitude et nature aiguisent l'être et le contraignent à apprendre en même temps que la vie, à s'apprivoiser au cœur de l'instant, parce que, et je vous cite, « Ici, tout peut arriver. Ici, où flotte encore l'esprit des Moraves, ces Indiens nés de la terre-mère et du ciel père, qui se réunissaient le soir au coin du feu pour se raconter en chantant leurs rêves de la nuit précédente. Il doit en rester un écho qui expliquerait cette mystérieuse vibration dans l'air. D'autres se contenteront d'évoquer l'isolement, ce sentiment de se retrouver au bout du monde, si loin de la civilisation, même s'il suffit de quelques heures pour rejoindre Las Vegas ou Los Angeles. Justement, les poètes et les fous engendrés par ces mégalopoles n'ont que peu de route à faire pour trouver ici un terrain de jeu et de liberté, cette terre de silence suffisamment vaste et éloignée de l'agitation pour permettre tous les délires. Ils l'ont choisi depuis longtemps pour leurs tripes échevelées et leur cavalcade mystique. Avant d'entrer dans l'entretien, je cite encore 2 romans qui sont bien de vous, mais qui sont partagés ou qui sont écrits à 6 puis à 16 mains et qui font de vous le co-auteur de 2 ouvrages donc collectifs, Ceux qui sont en mer, Golden Globe 1968-1969 et L'altitude des orties, tous 2 publiés aux éditions Cousu-Mouche en 2019 et 2020. Nous en parlerons aussi. Évoquant dans la collection Presto le poète et journaliste Crisinel, vous écrivez « Ce poète, parmi les plus intenses de notre littérature, traite aussi bien de la présence du lynx en Valais que des vendanges sur la côte, de la fermeture des mines vaudoises que du manque d'enseignants primaires dans le canton. Vous, Éric Bulliard, vous êtes journaliste, romancier, auteur de 2 ouvrages collectifs. Autant dire que l'écriture n'a sans doute plus beaucoup de secrets pour vous. Alors une question très banale pour commencer. Comment êtes-vous entré en écriture et que représente pour vous l'acte d'écrire? Merci. Merci pour cette présentation. C'est une question à la fois qui peut paraître simple mais qui est assez compliquée. Je suis entré en écriture, comment dire? Je pense que je suis entré en écriture d'abord par la lecture. J'ai d'abord été depuis toujours un grand lecteur, passionné par la lecture, passionné par les mots. Dès que j'ai su lire, passé beaucoup de temps dans les dictionnaires, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé la langue. Et forcément, petit à petit, j'ai commencé à essayer de jouer un peu avec ça, de jouer avec l'écriture,
avec les mots. Ça m'est venu aussi par un intérêt, une passion adolescente pour le chanteur Renaud, qui a été très important pour moi, qui m'a donné aussi ce goût des mots, ce goût de la langue. Et c'est vraiment donc par la lecture et ce goût des mots que j'ai commencé à écrire. Et j'en ai fait mon métier parce que c'était un peu le cheminement naturel après des études de lettres. Donc c'est aussi par cette passion de la littérature que j'ai suivi ça dans mes études. Et ensuite, donc, un peu naturellement, j'ai commencé à écrire pour ce journal La Gruyère, où je suis toujours. J'ai été engagé, comme vous l'avez dit, en 97. Ça fait déjà bien quelques années. Et oui, donc l'écriture a été pendant longtemps mon métier, vu que je fais de la presse écrite. Mais un jour, je me suis décidé à me lancer dans un autre type d'écriture, dans une autre manière de jouer avec la langue, comme vous l'avez dit, de prendre le temps de creuser un sujet, surtout de travailler la langue. En fait, c'est quand même le premier désir, le premier plaisir que j'ai dans l'écriture de roman, disons l'écriture plus littéraire, c'est ce travail sur la langue. Et puis ça, le roman est venu parce que par l'intérêt de cette histoire de Saint-Kilda que j'ai découvert, par cette envie de partager cette fascination que j'avais pour cette île écossaise, pour cette civilisation disparue. Et c'est vraiment... j'avais un petit peu tenté avant de faire commencer des textes, commencer à écrire des choses, mais qui n'étaient pas vraiment concluants. Et quand j'ai découvert l'Écosse, quand j'ai découvert Saint-Kilda, quand j'ai découvert cette histoire-là, je me suis dit à un moment qu'il y avait peut-être là moyen de me lancer dans un travail plus littéraire. Et c'est comme ça qu'est venu mon premier roman. Alors, juste puisque vous avez évoqué la lecture, dans Lutetia, roman historique publié en 2005 et qui raconte la vie de l'hôtel réquisitionné le 15 juin 1940 par les Allemands, avant, pendant et après la guerre, Pierre Assouline, évoquant un des clients de l'hôtel, riche en disques, gravures et livres, écrit « Ce qui compte, ce n'est pas de les avoir lus, mais de vivre en leur compagnie. Ils m'accompagnent, je les accompagne. » Alors pourriez-vous évoquer une ou deux figures littéraires, personnages ou écrivains pour lesquels, au cours de votre vie, vous avez ressenti de la reconnaissance, qui vous a marqué, et le premier livre enfant dont vous avez conservé le souvenir? Alors, enfant, j'en ai plusieurs. Si on parle vraiment des tout premiers, il faudrait remonter à Oui Oui, je pense. C'est bien. Parce que c'est vraiment les tout premiers souvenirs que j'ai de lecture, de Bibliothèque Rose. Mais le premier livre, disons, sérieux ou adulte qui m'a vraiment marqué que j'ai lu assez jeune, en version simplifiée, je pense, c'est Les Misérables, Victor Hugo. C'est un livre qui a beaucoup compté pour moi. Je me souviens, mais encore une fois, je ne sais pas quel âge j'avais, mais c'était vraiment en bibliothèque verte. Donc je pense en version simplifiée, en tout cas raccourcie. Et je me souviens avoir été tellement frappé par l'image de Fantine qui devait vendre ses dents pour nourrir Cosette. C'est la première chose qui m'avait vraiment marqué. Et le moment où Valjean rencontre Cosette, où il l'aide à porter le seau quand elle va chercher l'eau. Et j'avais trouvé, il y avait là une force de la langue que j'ai trouvé très impressionnante. Et je suis toujours resté très, comment dire, passionné par Les Misérables. Enfin, j'adore ce texte, je l'ai lu souvent, même s'il est très long. J'ai vu la comédie musicale, j'ai vu les films. Enfin, j'adore ces personnages, j'adore Gavroche, j'adore Valjean. Enfin, vraiment, Jean Valjean, c'est un personnage pour moi qui est absolument fascinant. Donc Les Misérables ont été très importants dans ma prime jeunesse. Et ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Crisinel, dont vous avez parlé tout à l'heure. J'ai fait ce petit livre sur Crisinel qui est un peu tiré de mon mémoire de licence à l'université de Fribourg. J'ai fait un mémoire sur ce poète vaudois Edmond-Henri Crisinel, qui est un poète très fort, très puissant, qui a un texte, Alecton, qui parle de la maladie mentale, enfin, qui est très fort. Ça a été important. Philippe Jacotet a été important pour moi aussi. Ramu, évidemment, parce que, enfin, je dis évidemment parce que oui, la force de la langue m'a beaucoup impressionné. J'ai aussi lu ça relativement tôt. Et puis, il y en aurait beaucoup d'autres. Un peu plus tard, j'ai été très intéressé par l'écriture de Patrick Modiano. Je trouve que c'est une écriture dans un autre genre, mais qui est aussi d'une puissance derrière cette simplicité, cette manière de couler comme ça, mais qui est extrêmement forte. Donc c'est généralement plutôt les auteurs qui ont, plus que les histoires,
c'est vraiment la langue qui m'a toujours intéressé. J'ai moins d'intérêt pour tout ce qui est vraiment purement histoire, science-fiction, roman policier, même si j'en ai lu pas mal. Mais voilà un peu les premiers qui me viennent à l'esprit. J'ai aussi une passion, un vrai intérêt pour Kavanagh, dans un autre genre. François Kavanagh, Les Rital, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort dans cette manière aussi. C'est un livre qui date de début des années 70, mais qui est d'une modernité extraordinaire, qui est encore, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, c'est fou, c'est vraiment, il a une liberté dans le ton, dans la manière de s'adresser au lecteur que je trouve assez magnifique. Mais vous relisez les livres? Ça m'arrive, ceux que j'aime beaucoup, ouais, ça m'arrive. Et surtout, alors, un de mes grands plaisirs d'été, pendant les vacances, c'est de relire des classiques, de relire Flaubert, de relire genre de choses que j'ai lues un peu pendant mes études et puis que j'ai plaisir à relire. Et vous relisez les vôtres? Non, ça pas, ça pas vraiment, non, non. Avril 2014, le voyage d'une vie, qu'ils disent. Peut-être pas dans le sens du voyage le plus aventureux, mais dans cette quasi-certitude qu'on ne le fera qu'une fois. Tout le monde en revient émerveillé, vous assure-t-on. En Écosse et dans toute la Grande-Bretagne, prononcez le nom de Sainte Kilda, de ce saint qui n'existe pas ou, du moins, qui n'existe nulle part ailleurs, et les regards s'illuminent sur l'air de « j'aimerais tant y aller un jour ». Mais c'est tellement loin, tellement compliqué, des risques, pas vraiment, sauf celui de voir son voyage annulé au dernier moment. L'océan et le ciel décident ici comme partout. En 2017, donc, vous publiez ce très beau roman, L'adieu à Sainte Kilda, votre premier roman. Vous racontez l'histoire à la fois de cet archipel écossais, isolé dans l'océan Atlantique, et celle de cette poignée de femmes et d'hommes évacués de l'île en 1930. Alors en 1965, dans son ouvrage Le sens du voyage, Ella Maillard écrit « Ayant parcouru la Terre, nous jugerons différemment notre voisin trop méthodique, notre climat trop brumeux. Si je n'avais pas vécu au désert, un fossé d'herbes vertes ne m'aurait pas donné de joie. Je m'aventurerai donc à donner du voyageur la définition suivante. Le vrai voyageur est celui que pousse à partir un besoin physique, esthétique, intellectuel, tout autant que spirituel. Vos deux ouvrages entraînent le lecteur très loin, ailleurs. Quelle serait votre définition du voyage et est-ce que ces voyages, Sainte Kilda et dans la cabine le désert, vous les avez faits? Alors oui, je les ai faits, les deux, mais comment dire, moi alors Ella Maillard, Nicolas Bouvier sont de vrais écrivains voyageurs, sont de vrais voyageurs aventuriers, et je ne me considère pas du tout comme ça. Moi, je suis vraiment un voyageur plus touriste, quoi, un voyageur, je le dis, je crois, quelque part dans Sainte Kilda. Moi, je reste un bobo suisse qui voyage un petit peu, mais je ne suis pas un aventurier, je ne pars pas à sac au dos, à l'aventure, etc. Je suis je fais des voyages plutôt confortables, mais qui sont importants pour moi quand même, parce que, vous l'avez remarqué, et puis je pense qu'on va en parler, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même des régions qui m'ont fasciné par leur côté hostile. Et en même temps, c'est des régions qui sont habitées, ce n'est pas des régions vraiment du bout du monde, mais on a l'impression d'être au bout du monde. Et cette espèce de paradoxe m'intéresse, me fascine. J'ai une attirance pour vraiment ces contrées un peu sauvages, mais qui sont quand même habitées. Et puis surtout, j'ai une attirance pour les gens qui habitent là-bas. J'ai essayé dans les deux livres de retransmettre ces impressions-là, ces atmosphères, d'essayer de comprendre comment des gens peuvent habiter dans des territoires aussi, arides ou en tout cas rudes. Donc je crois que je ne réponds pas tout à fait à la question, mais c'est un peu... Voilà, moi je ne suis pas un aventurier dans l'âme, je ne suis pas tellement un voyageur baroudeur, mais j'ai besoin de ça quand même pour me nourrir, j'ai besoin de ça pour... Et l'écriture m'est venue plutôt de ces régions-là, plus que de la Suisse ou de ce que je connais vraiment, quoi. Alors s'il fallait écrire un troisième roman sur un lieu improbable, ce serait quelle région? Alors j'ai toujours eu envie, et je vais cette fois je pense me lancer, j'ai toujours eu envie d'écrire sur la Sicile.
parce que c'est une île qui m'est chère par mariage, tout simplement. Mon épouse est originaire de Sicile, et puis on y va depuis, j'y suis allé la première fois, je crois, 94, je pense. Oui, donc ça va faire 30 ans qu'on y va presque chaque année. Donc je connais bien la Sicile, je connais bien ces gens, et j'ai toujours eu envie d'écrire sur cette île que j'aime beaucoup. À la fois les paysages, les gens, l'histoire, vraiment je me sens tellement bien là-bas. Mais j'ai jamais trouvé vraiment l'idée, ce que je voulais raconter. Mais là maintenant, je pense que mon prochain, ce sera probablement sur la Sicile. Alors, évoquant votre roman et les ouvrages consultés pour l'écrire, vous dites « Même si la base historique de ce livre est réelle et fondée sur cette documentation, les dialogues, certains faits et personnages relèvent de la fiction. Se pose immanquablement alors la question de la vérité historique et de la vérité romanesque. La fiction n'est pas une fantaisie, surtout lorsqu'elle se nourrit d'une réalité historique. Comment rester fidèle à l'esprit de l'histoire et en même temps original en la reformulant sans la trahir? Autrement dit, quelle foi accordez-vous au récit d'un roman historique? Alors, c'est vrai que c'est une question que je me pose, en tout cas je me suis beaucoup posé pour l'écriture des 2 romans. D'abord, peut-être ce qu'il faudrait dire, c'est que si je me suis appuyé sur ces histoires vraies, c'est que j'ai beaucoup de peine à inventer des histoires. Je ne suis pas du tout un auteur, un romancier capable d'inventer des péripéties, d'inventer des personnages, des rebondissements. Je ne sais pas faire ça. Je ne saurais pas faire une pure fiction, ou en tout cas, je ne me sens pas à l'aise du tout là-dedans. Donc pour ces 2 romans, je me suis appuyé sur des histoires existantes, vraies, qui m'ont fasciné, pour lesquels après j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté. Et après, par contre, je laisse un peu de côté toute la documentation pour en faire moi ce que j'ai envie d'en faire, qui est quand même du roman. Mais la fiction, pour moi, elle sert un peu à combler les manques, à combler les trous, en fait. Typiquement, dans Saint-Kilda, je raconte pas mal de choses anciennes, historiques, avérées. Mais j'invente les dialogues, j'invente les personnages, certains personnages, j'invente certaines situations. Et puis après, tout le défi est d'essayer d'être le plus juste possible, le plus authentique. Mais je ne saurais pas très bien l'expliquer. C'est plus une affaire de sensation et d'essayer de me mettre un peu dans la peau, dans l'esprit de cette époque, de ces gens. Si je vous demandais pour le public de raconter l'adieu à Saint-Kilda, vous le feriez comment? Alors, Saint-Kilda, c'est donc un archipel qui se trouve à l'ouest de l'Écosse, à l'ouest des îles déjà, des Hébrides extérieures, donc c'est vraiment en pleine, enfin, assez loin dans l'océan Pacifique. C'est un archipel qui a été habité jusqu'en 1930 par une petite communauté. Ils ont été au cours de l'histoire un maximum une centaine, peut-être 150. Et en 1930, ils étaient plus que 36 habitants. Ils ont demandé à être évacués parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux et qu'ils ont dû, voilà, ils n'avaient plus assez pour se nourrir. Ils n'avaient plus assez de bras valides pour aller à la chasse pour se nourrir. Et ces gens ont habité pendant des siècles de manière presque autarcique, presque indépendante, enfin totalement indépendante, sans chef, sans hiérarchie, sans loi, très longtemps sans connaître l'écriture et l'argent, etc. Donc un mode de vie très, très particulier, très isolé sur une terre battue par les vents où rien ne pousse quasiment. Et donc voilà, c'est une île qui a été évacuée en 1930, il reste quelques maisons aujourd'hui, j'y suis allé il y a maintenant bien 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un lieu qu'on visite, mais où plus personne ne vit, sauf quelques rangers. Et donc, j'avais envie de raconter l'histoire de ces gens-là. Donc, le livre est en fait divisé en 2 parties, enfin, alterne entre deux moments. C'est le récit de mon voyage, notre voyage avec mon épouse sur place, et l'histoire de ces gens, de cette communauté écossaise et quelques faits historiques qu'ils ont connus. Voilà, en gros. Alors,
Parmi cette population, à un moment donné, certains Saint-Kildiens embarquent sur le Priscilla des rêves d'or plein la tête. À leur arrivée, 98 jours plus tard, 17 survivants. Ces orphelins doivent commencer leur vie en Australie, presque nus, avec juste les frustes haillons qu'ils portaient sur leur dos pour dormir. Cette nuit-là, réfugiés sur la plage, vaguement éclairés par les flammes qui consument les derniers restes de ses rêves, Méron touche pour la première fois le sable d'Australie et il est froid. Tiré de l'ouvrage « Fragments d'exil » de Georgi Kovacs, ces mots « Il faut imaginer la fragilité, la folle énergie, la détresse et la détermination de toutes celles, de tous ceux qui ont un jour accepté l'idée, pour fuir la misère ou la persécution, de tout perdre pour peut-être tout regagner au prix d'une des plus terribles mutilations qui soit, la perte de sa terre, des siens, la négation de sa langue et parfois celle de son propre nom, l'oubli de ses rites et de ses chansons. Alors je trouve que à la fois votre ouvrage, à la fois celui de Kovacs résume parfaitement la situation de nombreux migrants, exilés, réfugiés actuels. Quel regard vous portez-vous sur notre monde, particulièrement sur tous ces pays qui sont frappés par la guerre hein, et qui forcément conduisent au drame de l'immigration? Évidemment, évidemment qu'il y a des échos avec l'histoire de ces Écossais qui ont dû partir pour ne pas mourir de faim et qui sont arrivés en Australie en pensant qu'ils allaient trouver une vie beaucoup plus simple et plus heureuse, ce qui était sans doute le cas, mais même si c'était moins facile que ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc oui, il y a des échos avec aujourd'hui. Et puis, je ne peux pas faire de grandes théories là-dessus, mais moi, tout ce que j'aimerais parfois qu'on pense, tout ce que j'aimerais qu'on soit peut-être plus conscient, c'est que, c'est exactement l'extrait que vous avez lu, c'est qu'on quitte rarement sa terre natale par plaisir. Les migrants, les personnes qui partent, c'est parce qu'ils meurent de faim, parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a la guerre. Donc, et je trouve que parfois on l'oublie un peu. Je pense que simplement de garder à l'esprit que les gens qui sont partis, qui ont quitté leur pays, ils ne l'ont pas fait par plaisir, ils l'ont fait parce qu'ils ont été poussés à le faire, ça reste un déchirement forcément. De quitter sa terre natale, et c'est quelque chose, oui, qui me touche beaucoup. Moi, je suis suisse, je suis né en Suisse, on a une vie confortable ici, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, je ne vais pas dire beaucoup plus que ça, mais je pense que simplement cette idée de garder en tête oui, qu'un exil, voilà, quitter son pays, ça reste un exil, ça reste un déchirement. Alors, je voudrais lire deux extraits, deux très beaux extraits qui constituent exactement les deux éléments qui constituent votre roman. D'abord l'île et puis ensuite la vie de ces gens. Impossible de dire si cette île est immense ou minuscule, à peine un point sur la carte, je le sais bien, une poussière de roc posée sur l'océan, une miette échappée du Royaume-Uni, une étincelle dans l'histoire dont la pâle lueur s'éteint. Aujourd'hui, plus personne ne peut se souvenir à quoi ça ressemblait vraiment vivre à St Kilda avant l'évacuation. Et autre extrait, ces vies qui dévidaient ici leur fragilité, lentement, au rythme des saisons et d'un cycle qu'ils devaient imaginer infini, on croit les sentir encore, là, tout autour, dans cet air lourd de souffrance évaporée. Pas une question de fantôme, d'esprit ou de je ne sais quoi, juste le poids des souvenirs. Alors, une question un petit peu... peut-être un peu ridicule, mais est-ce que c'est la géographie qui vous seconde dans le choix du récit ou est-ce que la géographie est seulement le cadre? Parce que dans ce livre, on a l'impression que la géographie du lieu, la beauté du lieu, elle a autant d'importance que la fragilité, la beauté de Séville. Oui, je crois vraiment que les deux sont liés. Je crois vraiment à... Je pense que pour moi, c'est plus qu'un cadre, c'est vraiment, comment dire,
forcément l'endroit où on vit influe sur nos existences, sur nos habitudes, sur nos... Mais c'est plus profond que ça. Il y a quelque chose Enfin, je pense qu'on est profondément marqué par l'endroit où on vit, où on a grandi. Et quand c'est des endroits, des lieux comme ça, une terre aussi rude, des conditions météorologiques, encore une fois, aussi extrêmes, je me dis que forcément ça a dû marquer les caractères, ça a dû marquer les corps, ça a dû marquer les personnalités de ces habitants de là-bas, et j'avais envie d'essayer de leur transcrire, parce qu'en étant sur place, c'est quelque chose que j'ai ressenti de manière très forte. C'est quelque chose que j'ai ressenti parce que c'est immense, enfin immense dans le sens où les falaises sont grandes, enfin tout est rude comme ça, il y a la mer, encore plus le jour où on était, il faisait un temps... il faisait très gris, il pleuvait beaucoup, enfin, on sentait quand même cette puissance de la nature qui est quelque chose d'extrêmement marquant. Surtout pour moi qui suis quand même à la base quelqu'un de plutôt urbain et habitué à la vie des villes en Suisse, quoi. Alors, ce roman interroge toute la complexité de l'humaine condition lorsque s'affronte le devoir de fidélité au lieu qui nous a fait et construit et l'aspiration à l'ailleurs, promesse d'un autre bonheur. Ainsi écrivez-vous, Malcolm Ferguson ne peut oublier le regard de son père au moment de leur dernière poignée de main. Regarde autour de toi, ces falaises, cette terre, tu ne les aimes pas? Ils sont à toi, à nous tous, ça n'a donc pas de prix. Le vieux Ferguson lui a tourné le dos en marmonnant cette phrase que Malcolm ne pourra effacer. L'Australie nous vole nos enfants. Ils voient la fin du monde que les ancêtres leur avaient confiée et se rendent compte ce soir-là qu'ils vivront désormais avec le sentiment d'avoir trahi une confiance millénaire et absolue. Ils resteront à jamais les derniers, ceux qui n'ont pas su transmettre à leurs enfants ce que leurs parents leur avaient donné, ceux qui ont cassé le fil, qui ont éteint le feu, oui, qui l'ont laissé s'éteindre. Dans un de ses discours, Nelson Mandela affirme « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. La liberté, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. » Alors dans le passage que j'ai lu, évidemment, il y a le père qui ne comprend pas son fils qui part. Où situez-vous les limites de la liberté dans la relation qu'on entretient avec autrui? Et trouvez-vous juste qu'on puisse ressentir de la culpabilité à ne pas avoir assez donné? C'est compliqué comme question. Oui, sans doute qu'on doit... Enfin, je pense que la culpabilité, de toute façon, elle est normale, elle est naturelle. Après, c'est compliqué ces questions d'accorder la liberté, de laisser la liberté. Il y a aussi une question dans ce passage-là de génération, il y a aussi une question de... Et ça, je pense que c'est aussi des échos avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui et ce qu'on peut vivre de tout temps, j'imagine, quoi, ce côté... les enfants, les parents, les enfants qui quittent parfois le pays et les parents qui peuvent se sentir trahis parce qu'eux ont fait l'effort de rester là, parce qu'eux ont fait l'effort, tout ce qu'ils ont pu pour que leurs enfants aient une vie meilleure, mais ici, et puis eux finalement qui finissent par partir. Donc, très sincèrement, j'ai de la peine à répondre à cette question. Ça me semble, c'est un peu compliqué comme ça pour moi d'y répondre, mais vous ne jugez pas ces personnages, ces enfants qui veulent partir pour trouver une vie meilleure? Non, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense que s'ils avaient pu choisir, s'ils avaient pu rester sur l'île, avoir des conditions de vie, un avenir, s'ils avaient senti un avenir sur cette île, probablement qu'ils seraient restés. Ils sont partis parce que... Alors aussi parce que tout d'un coup, à un certain moment de l'histoire, ils ont appris qu'il y avait une vie ailleurs et ils ont appris qu'il y avait une vie peut-être plus simple, dans des conditions plus modernes. Mais non, je ne juge pas parce que de manière générale, j'aime pas beaucoup juger et puis que je pense que chacun fait de son mieux avec ce qu'il... Enfin, on fait comme on peut, quoi.
Alors, parmi un des personnages, ce sera la dernière question sur ce roman, parmi un des personnages qui quitte l'île en 1930, Callum MacDonald revient sur l'île en 1967. Une dernière visite à son enfance, un adieu à son île où éclate sa nostalgie. Je marchais dans la rue, entrais dans chaque maison en ruine et j'avais en tête des souvenirs de chaque habitant. Je me souvenais de leurs salutations, de leur éclat de voix, mais il ne restait là que des fantômes. Vous, question très personnelle, comment appréhendez-vous le temps qui passe et est-ce que vous êtes quelqu'un de nostalgique? Mais alors, je ne suis pas sûr d'être... nostalgique, ça voudrait dire regretter le passé, regretter... Et je ne suis pas tellement... Alors, je ne suis pas très à l'aise avec notre époque, très franchement. Je ne suis pas très à l'aise avec ce siècle un peu désespérant. Je ne suis pas très à l'aise avec l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux et tout ce genre de choses. Mais en même temps, je n'ai pas non plus de nostalgie dans le sens où je regretterais ma jeunesse ou... Non, alors le temps qui passe, je suis assez à l'aise avec ça. Par contre, le fait de vieillir, le fait de, c'est pas quelque chose qui me tourmente plus que ça. Mais c'est plutôt l'époque qui me désespère. Oui, ça oui, pour plein de raisons. Mais voilà. Alors en 2022, vous publiez aux éditions Delhaibe votre second roman, La Cabine. L'histoire d'une cabine téléphonique perdue au cœur du désert du Mojave en Arizona et qui va bientôt focaliser toutes les attentions et faire du désert le centre du monde. Et vous écrivez, cette histoire commence donc par ici à des kilomètres, à des miles plutôt de la première route goudronnée des premières habitations, au croisement de pistes qui se perdent vers nulle part, que personne ou presque n'emprunte plus de nos jours, que personne ou presque n'a jamais emprunté, à vrai dire, sauf pendant quelques années, quand la rumeur s'est répandue pour devenir histoire, puis légende, et qu'ils ont afflué du monde entier pour la vérifier dans leurs yeux, de leurs oreilles, ils ont cherché, scruté les étendues sans fin pour tomber sur l'objet de leur rêve, une cabine téléphonique. Comment est née l'idée de faire de ce fait réel un roman? Alors, moi, j'ai découvert cette histoire à travers un article de Jean-Paul Dubois, donc l'écrivain Jean-Paul Dubois, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et qui a longtemps été correspondant il était journaliste et il était correspondant du Nouvel Observateur aux États-Unis pendant bien des années. Et l'Obs a republié, je ne sais plus quand c'était, il y a quelques années, a republié une série de reportages marquants de l'histoire de ce journal, de ce magazine. Et dans cette série-là, il y avait un reportage de Jean-Paul Dubois à la cabine téléphonique en question, où lui était allé en 2000, l'année où elle a été, enfin on en parlera peut-être pas, mais où elle a été démantelée. Et je suis tombé sur cette histoire de cabine téléphonique perdue dans le désert, que les gens appelaient du monde entier. Et lui était allé sur place pour répondre au téléphone, dans le désert. Et j'avais trouvé ce reportage absolument magnifique. Alors, c'était hyper bien écrit, c'était vraiment un magnifique reportage. Mais c'est là que j'ai découvert l'histoire de cette cabine et c'est là que j'ai commencé après à lire un peu ce que je trouvais là-dessus, à me documenter, encore une fois, c'est un peu la même démarche que pour Saint-Kilda. Et puis j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit que si Jean-Paul Dubois, écrivain reconnu, grand écrivain, si lui n'en avait pas fait un roman, je me suis dit c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de quoi en faire un roman, c'est peut-être parce que ça ne tient pas faire un roman entier sur une cabine téléphonique, c'est un peu, voilà. Puis, en même temps, le défi m'amusait un peu. Donc, je me suis lancé, ça a été assez compliqué, j'ai dû recommencer souvent, j'ai failli abandonner, mais voilà, c'est parti comme ça, quoi. Un téléphone là où personne ne peut l'entendre, là où personne ne peut l'utiliser puisque personne ne passe, mais qui fonctionne avec des touches et de la monnaie. Ron, c'est le personnage, décide donc d'appeler pendant 1 mois, plusieurs fois par jour. On va continuer à appeler chaque fois qu'on peut. Si on insiste, si on ne se décourage pas, si cette cabine, où qu'elle soit, sonne au moins toutes les heures, il suffit que quelqu'un passe un jour ou l'autre par là-bas pour qu'il décroche. La sonnerie doit s'entendre loin à la ronde. Imagine l'aventurier du désert, le biologiste, l'archéologue, l'ermite ou que sais-je.
il sera intrigué, il s'en approchera forcément et il décrochera, c'est sûr. Vous, Éric Bulliard, vous écrivez « Ron est un fou joyeux, un rêveur plus doux que dingue, pas un philosophe fut-il de comptoir, pas un homme de concept intellectuel. Il voit ses rêves comme des projets qu'il suffit de vouloir vraiment pour qu'ils se réalisent. » Alors, vous retrouvez-vous, vous, dans ce jeune homme utopiste? Et la deuxième question, quel événement important vous a aidé à vous construire? Est-ce une utopie? Alors oui, je me retrouve, enfin, c'est pas vraiment que je me retrouve dans ce personnage, c'est plutôt, c'est plutôt que j'aimerais me retrouver un peu dans ce personnage, je pense, c'est plutôt ça. On m'a plusieurs fois posé la question, à force d'y réfléchir, je me suis dit en fait c'est peut-être un peu la personne que j'aimerais être, enfin, ce côté rêveur, puis même, mais pas seulement rêveur, ce côté rêveur qui a envie de réaliser ses rêves. Ce type qui invente des choses, des utopies, mais qui ne se contente pas de les inventer, il essaye de les réaliser. Et puis, d'autant plus quand c'est une utopie aussi absurde apparemment que de trouver une cabine téléphonique dans le désert. Et ça, c'est quelque chose qui me... Enfin voilà, comme je disais, c'est une histoire vraie. Et je trouvais ça absolument fascinant. Et lui aussi apparemment, parce qu'il est... Donc je l'ai comment dire, adapté d'une... Enfin, il existe vraiment, il ne s'appelle pas Ron dans la vraie vie, mais j'ai inventé un personnage, mais très basé sur le vrai découvreur de la cabine. Et lui aussi, quand il a appris apparemment l'existence de cette cabine, il s'est aussi dit, mais c'est une idée géniale de mettre une cabine téléphonique dans le désert qui sonne et qui fonctionne, mais où personne ne passe. Enfin. Et je me souviens plus de la deuxième partie de la question, mais elle me paraissait très compliquée. Oui, alors voilà. Alors à moi aussi. Quel événement important vous a aidé à vous construire? Ouais, je ne saurais pas trop répondre. Je n'ai pas comme ça d'événement. Je pense qu'en rentrant après, il y en a un qui va me venir en tête, puis voilà ce que j'aurais dû dire. Trop tard. Mais c'est pas grave. Ce qui m'a construit, moi, c'est que j'ai l'impression que c'est plus des gens, des personnes, des rencontres, que vraiment un événement marquant. J'aurais de la peine à citer un événement comme ça. Alors, Ron crée un site internet. Dans ses pages noires à l'écriture vert électronique, Ron décrit l'histoire de la cabine, le récit de sa découverte, ses premiers appels, le dialogue avec Maria, le voyage sur place, agrémenté de photos. Un article paraît dans le journal et bientôt, les curieux du monde entier tentent d'appeler ce numéro mythique. Et vous écrivez « Parce que quelqu'un, 3 hommes et une femme sont venus juste pour ça, juste pour écouter à des dizaines de milles de toute habitation et qu'ils savent ici à ce moment précis que rien d'autre n'a d'importance puisque rien d'autre n'existe. Maura von Boot, j'écoute. » Votre roman, Éric Bulliard, entre autres thèmes très actuels, met en scène le problème de la communication, des contacts humains, puisque cette cabine va effectivement focaliser plein de confidences. Alors, cette idée que les mots nous manquent souvent là où nous en avons peut-être le plus besoin, est-ce pour vous un échec de la parole? Et est-ce que dans ce roman, vous voulez précisément montrer que parfois on ne parle pas aux gens qui sont le plus près, le plus proche, et qu'on arrive à se confier et dire des choses absolument intimes à des inconnus en quelque sorte? Oui, c'est exactement ça, c'est exactement le... Alors, c'est un peu le principe de la ligne de cœur, par exemple, où on appelle comme ça pour se confier, mais c'est aussi un peu le principe de... Moi, j'ai toujours été assez surpris et étonné de constater que parfois, on peut se livrer beaucoup plus à des gens qu'on ne connaît pas, que ce soit dans un bar, dans une ville étrangère ou dans un train, des gens qu'on... Voilà, et puis tout d'un coup, on discute, puis on peut se confier beaucoup plus intimement qu'à des proches, peut-être parce qu'on sait qu'on ne les verra plus. Et il y a un peu de ça dans cette histoire de personnes qui appellent et qui parlent à des inconnus. C'est souvent 2 inconnus comme ça, un peu au hasard, qui se parlent et qui se disent des choses. Alors il y avait aussi des choses banales, il y avait aussi des conversations tout à fait banales, mais il y a, apparemment, parce que là aussi j'ai inventé certaines conversations, mais d'autres sont tirées de la réalité, il y avait aussi des gens qui passaient des coups de fil parce qu'ils n'avaient plus parlé à personne depuis très longtemps, parce que tout d'un coup... ils trouvaient quelqu'un à qui parler. Enfin, il y a toutes ces notions de solitude, de difficulté de communication. Et puis ce que je trouvais aussi, ce qui est intéressant aussi avec cette cabine téléphonique, c'est que
cette histoire-là n'est possible que dans ces années-là. C'est-à-dire que c'était le tout début d'Internet, et c'est Internet qui a créé ce mouvement mondial pour cette cabine. Donc les gens du monde entier, les premiers internautes ont découvert ça par ce biais-là et ont commencé à appeler la cabine. Et puis quelques années plus tard, elle n'avait plus tellement d'intérêt parce que tout le monde avait son téléphone sur soi et puis les cabines n'existaient plus. Donc c'est vraiment pendant ces quelques années-là où cette histoire un peu absurde était possible, et je trouvais ça assez intéressant aussi. Alors le destin, la chance, le hasard vont bousculer l'existence de Ron. Il pense à ce vieux professeur qui avait tenté un jour de faire réfléchir sa classe à un célèbre questionnement zen. L'arbre qui tombe dans la forêt fait-il du bruit si personne ne l'entend? Ron avait trouvé l'idée stupide. Aujourd'hui, il a l'impression de mieux comprendre. Cette sonnerie dans cet infini de poussière fait-elle du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre, même avec le vent qui la porte au loin jusqu'à l'horizon? Mais n'y a-t-il vraiment personne? Alors, question qui pourrait évidemment paraître banale, mais qui interpelle, et moi je la transpose à l'écriture. Le livre qui tombe sur l'étal du libraire fait-il du bruit si personne ne le lit? En d'autres termes, pour qui écrit-on? Pour soi, pour les autres ou pour mieux se comprendre? Alors, c'est une question éternelle de la littérature, de la question, et c'est une question à laquelle je préfère pas trop réfléchir, parce que si on commence à réfléchir pour à qui on s'adresse, ça devient vite difficile, ça devient... Mais c'est un peu paradoxal, parce qu'en même temps, j'essaie quand même toujours d'avoir en tête les personnes qui vont lire, et j'essaye d'être le plus clair, le plus simple, d'aller vraiment à l'essentiel de ce que j'ai envie de raconter. J'ai envie c'est peut-être prétentieux de le dire, mais d'accrocher le lecteur vraiment. Je garde ça en tête, mais en même temps, de qui seront ces lectrices et ces lecteurs, je ne me pose pas trop la question, parce que ça peut être assez vite bloquant, enfin je ne sais pas comment le dire, ça peut me bloquer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que d'avoir des retours, d'avoir des moments comme ce soir, ou des gens qui... de savoir qu'on est lu, c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement rassurant, parce que tout ça se fait dans beaucoup de doutes et d'inquiétudes. Donc, ce qui m'a beaucoup touché dans les échos que j'ai eus avec ces deux romans, c'est que j'ai eu des échos positifs à la fois de personnes qui ne sont pas des lectrices assidus, des gens qui lisent peu, et aussi de lecteurs plus aguerris, universitaires ou critiques. Donc, d'avoir pu toucher ces deux, d'avoir pu toucher aussi là, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Alors, d'après les Altaïens, peuple turc de Sibérie, l'ours n'a qu'à poser son oreille contre la terre pour tout apprendre, principalement l'hiver quand il règne dans la taïga un silence glacé. La terre est l'oreille de l'ours, disent les Ouriankai. Lisant cela, j'ai été ramenée immédiatement à ce passage de votre roman. Robert O'Hara ajoute qu'il a entendu parler d'un écrivain français venu sur place, dans le désert, pour répondre au téléphone et devenir pour un temps l'oreille du monde. Et en effet, la cabine cristallise toutes les attentions. Ron songe alors. Un jour, il faudra qu'il se décide à écrire lui-même cette histoire pour que les gens sachent ce qu'il s'est passé. Il racontera cette absurdité magnifique devenue pour quelques années le centre du monde. Oui, il publiera ce livre en prenant le temps qu'il faut pour réunir sa documentation et ses souvenirs. Il expliquera à quel point elle a changé sa vie et pourquoi tout est de sa faute. Si la cabine a disparu, c'est bien à cause de lui et de la publicité qu'il lui a faite. Mais s'il ne l'avait pas trouvée, personne n'aurait jamais composé ce numéro, personne ne serait allé sur place pour parler avec le monde. Alors, on va évoquer évidemment la fin du roman, mais j'ai une petite question. Aujourd'hui, le livre est écrit, publié, et ce 26 mai, entre nos mains, il est le prétexte d'une rencontre avec le public de Saint-Maurice. Qu'éprouvez-vous donc à être ici pour en parler? Mais c'est vrai que c'est assez magique. Enfin,
tout depuis le début, depuis Saint-Kilda. C'est assez magique parce que Saint-Kilda, c'est un voyage qu'on a fait d'abord avec mon épouse en touriste, et puis après j'en ai fait un livre, et puis qui m'a amené à un autre livre. Là, c'est cette histoire de cabine téléphonique, il y a un lien, oui, je ne sais pas comment dire ça autrement que assez magique entre un lien entre nous ici réunis ce soir et cette cabine téléphonique qui n'existe plus mais qui est à des milliers de kilomètres dans le désert. Tout ça est assez surprenant et assez émouvant. Et ouais, c'est beau. Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque peut-être dans votre roman. Enfin, pas qui manque, mais en le lisant, je me suis dit forcément, il y aura un moment donné où il y aura une histoire d'amour entre Ron et Maria. De Maria, vous écrivez « Ici, elle est ancrée, fixée au roc, enracinée dans cette terre comme les yuccas plantés dans le sable et la poussière plus solidement que dans du béton. Ici, elle se sent chez elle, là où elle doit être. Elle a fini par comprendre qu'ils ne sont pas si nombreux dans le monde, les gens qui peuvent en dire autant. » Évoquant Ron, vous dites « Sur quelques minutes de conversation, il y a 3 ans déjà, il a construit toute une histoire, imaginant la vie de cette femme en attente d'une impossible réouverture de sa mine de basalte. » Et vous ajoutez « Il n'a pas abandonné le Morave en revanche. Le désert l'a happé et ne le lâche plus. Sans doute recherche-t-il cette sensation de se retrouver face à soi-même et uniquement face à soi-même. Nulle part ailleurs, il ne se sent aussi clairement à sa place. » Alors, ces 2 personnages qui sont juste magnifiques, qui ne se rencontreront pas véritablement, ou plutôt dans cette idée d'être là où ils doivent, c'est voulu. C'est voulu de votre part. Oui, oui. J'y ai pensé à un moment. Dans le processus d'écriture, j'ai hésité un moment, est-ce que je les fais se rencontrer ou pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'aurais pas su quoi en faire, justement. Donc j'ai préféré éviter l'écueil, la difficulté. Mais je trouvais quelque part un peu plus fort. J'avais en tête un peu, avec le personnage de Maria, j'avais un peu en tête le personnage que joue Meryl Streep dans Sur la route de Madison. Ce personnage qui me touche tellement dans ce film magnifique de Clint Eastwood. Et c'est cette personne, cette femme qui a toujours vécu là, qui a une vie avec son mari, qui a des enfants, qui vit sa vie normale et tout, et qui à un moment se dit qu'elle pourrait peut-être avoir une vie autre, mais qui finalement renonce. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais assez touchant, et c'est pour ça que j'ai gardé un peu voilà, je les ai fait s'éviter. Alors, Ron, il quitte enfin, il quitte pas tout à fait, mais disons, il s'installe quand même dans le désert. Il a une résidence secondaire dans le désert et il se sent très, très bien là. Oui, lui, alors, je crois que c'est aussi dans la réalité, c'est ce qui s'est passé aussi. Mais moi, je l'ai imaginé comme un personnage vraiment de la ville, quelqu'un qui vit près du désert, mais sans vraiment le connaître, comme d'autres peuvent vivre au bord de la mer sans être des marins ou ce genre de choses, ou en Valais sans être des montagnards. Et puis le désert est là, mais il ne le connaît pas vraiment. Et tout d'un coup, grâce à la cabine, il le découvre de manière plus intime, il commence à s'habituer à vivre dans le désert et il découvre que c'est là sa vraie place, quoi. Alors, avant d'arriver aux 2 dernières questions qui sont essentielles, je voudrais juste quand même passer par un des 2 ouvrages collectifs, parce que c'est une expérience assez fascinante, je trouve. Donc, je prends ceux qui sont en mer, hein, puisque dans cet ouvrage-là, publié en 2020, écrit à 16 mains, donc vous êtes 8 écrivains. Hein. Non, ceux qui sont en mer, on était 3. Vous étiez 3, c'est l'autre, alors voilà, excusez-moi. Donc, vous vous relayez pour écrire ce roman. Et vous évoquez la course la plus folle de l'histoire de la voile, l'exploit de 9 concurrents bouclant le premier tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le Golden Globe. C'est l'ancêtre du Vendée Globe. Voilà, du Vendée Globe. À la presque fin de l'ouvrage, ces mots. L'histoire de Donald mérite au moins un livre. Il faut que l'on sache quel homme il était, quel courage il lui a fallu pour se lancer dans une aventure qui n'était pas faite pour lui. Il a aimé.
il a souffert, il a disparu, son histoire est grandiose. C'est un échec, certes, mais magnifique. Il y a dans ce destin une profonde humanité qui, croyez-moi, n'a pas fini de fasciner. Alors j'ai 3 questions. La première, c'est comment se sent un écrivain qui doit partager en fait sa publication avec 2 autres. La seconde, c'est comment s'est déroulé au fond ce travail. Et la troisième, essentielle, votre définition de l'héroïsme. Et j'ajoute, quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez faite? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Je ne me souviens plus de la première d'ailleurs. Alors la première, les circonstances de cette écriture. Donc c'est parti avec donc les deux autres auteurs sont Michael Perruchou et Guillaume Pidancet, et c'est parti d'une idée de Michael Perruchou, qui est un ami maintenant de bien quelques années, et puis avec les années j'ai appris qu'il ne faut jamais dire non quand Michael a une idée. Michael a toujours plein de projets complètement fous, et l'autre c'était aussi une idée de lui. Et quand alors ça, on parlait de cette histoire, il m'a raconté cette histoire du Golden Globe, ces 9 premiers marins à avoir tenté de faire le tour du monde sans escale, en solitaire, et sur les 9, il n'y en a qu'un qui a réussi, finalement il y en a un qui est arrivé au bout. Et bref, on en a parlé plusieurs fois, il me racontait cette histoire, on s'est dit il faut qu'on la raconte. Donc on s'était mis d'accord de le faire à 2, et puis lui connaissait Guillaume Pidancet qui a la chance d'être, qui a l'avantage pour nous d'être un marin, qui connaissait extrêmement bien le monde de la voile et qui connaissait très bien cette histoire-là aussi. Donc c'est parti comme ça. Et puis sur le plan purement pratique, c'était assez simple. On s'est vu quelques fois, on en a discuté. Au départ, on est parti dans l'idée de se répartir des personnages, les marins eux-mêmes. Et puis finalement, on a plutôt fait une sorte de plan et on s'est dit qui a envie de faire quoi. Guillaume avait plutôt envie de parler de Donald, dont le passage que vous avez lu, c'était son personnage qui l'intéressait le plus. Michael plutôt Bernard Moitessier, moi un autre. Donc on s'est un peu partagé les chapitres comme ça. Ça se fait de manière assez naturelle. Avec aussi la difficulté que oui, il est paru en 2020, mais c'était plutôt fin 2020 parce qu'il y a eu le Covid entre deux. Donc on s'est finalement moins rencontrés que ce qu'on aurait souhaité et peut-être dû. Donc tout ça se fait un peu à distance, mais de manière assez naturelle. Et puis on s'est d'emblée mis d'accord sur le fait qu'en se relisant les uns les autres, on pouvait tous dire. Voilà, on est des adultes, avec Michael, on est des amis de longue date, on se dit les choses, quoi. Non, écoute, là, je pense que ça ne va pas du tout, ce passage. Ouais. Et dans celui-là, on voit moins les différences de style que dans le précédent, je trouve. C'est vrai? Oui, alors je trouve, sais pas. ouais. Enfin, voilà. Peut-être. Oui. Alors, c'était le but, en tout cas. Oui. C'était le but d'essayer de faire quelque chose de plus Fondu, cohérent possible. Ouais. Ouais. L'héroïsme? Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup d'actes d'héroïsme dans ma vie. Je ne suis pas sûr, sincèrement. Et donc, la chose... Je ne suis pas fier, hein, c'est pas très... Non, mais franchement... Est-ce qu'un jour j'ai pu être un héroïque? Je suis pas sûr. Alors peut-être la chose la plus courageuse que vous ayez faite. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est peut-être un peu bête à dire, mais je pense que de me lancer dans l'écriture d'un roman, ça a été parce que j'ai publié relativement tard, et puis c'était pas évident pour moi, même si, comme on a parlé au début, j'écris. Dans la vie de tous les jours, enfin c'est mon métier, mais l'écriture de romans et tout d'un coup de franchir ce pas, c'était difficile. Je pense pas que c'est courageux, mais pour moi ça n'a pas été facile. Mais courageux, je suis désolé, je ne suis pas très courageux, je crois. Désolé. Alors les dernières... Pardon, excusez-moi. Par contre, oui, quand même, les héros dans la vie, je pense quand même des gens... Il y avait... Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font pour les héros du quotidien, en fait. Pour ces gens, on les a vus, on en a parlé un peu pendant le Covid, mais depuis on les a oubliés de nouveau, quoi. Ces gens ces petites mains je sais pas, pour moi, la grande héroïne de ma vie, c'était ma grand-mère paysanne, quoi. Qui a une vie extrêmement simple, mais qui était la personne la plus comment dire, qui a le plus de bonté au monde que j'ai jamais connue, quoi.
Donc voilà, ça c'est les héros que j'aime. Les dernières pages de votre roman L'adieu à Sainte Kilda sont poignantes. Derniers instants sur l'île, l'adieu. 27 août 1930, l'évacuation de Sainte Kilda peut commencer. Personne ne les a vus dans ces derniers pas de leur dernière procession vers le rivage. Le gouvernement avait expressément demandé de laisser les Saint-Kildiens entre eux pour les dernières heures de leur dernière journée. C'était une autre époque. On ne voulait pas que leur détresse et leurs éventuelles larmes soient vues du public. Pudeur et dignité. Même un ancien habitant de l'île qui souhaitait assister à la fin de sa race n'a pas été autorisé à revenir pour retrouver ses anciens amis et sa famille. Son geste est inutile, mais reste comme un des plus touchants de cette évacuation. Naël Ferguson finit par s'assurer que chaque porte est bien fermée. Il fait le tour des 11 maisons encore habitées. Il y a quelques minutes, encore parfumées de présence séculaire, mais qui lui apparaissent déjà comme des tombeaux vides, racontera-t-il plus tard. Dans chacune d'elles, ils ont laissé une Bible ouverte aux pages de l'Exode et une poignée d'avoine. Ils ont ranimé les foyers de tourbe, ils brûleront quelques heures encore. Après, pour la première fois depuis des milliers d'années, le feu s'éteindra sur Sainte Kilda. J'ai tenté en 4 mots de capter l'esprit de votre roman. Et je vous propose donc, avant l'ultime question, de nous dire dans l'instant ce qu'il vous inspire. Donc, il faut être rapide. Alors, si je vous dis, Éric Bulliard, famille. Famille. Oui, désolé. Non, la première chose qui me vient, ce serait le côté rassurant, le côté, oui, sécurité, rassurant. Oui. Respect. Respect, vous voulez un mot qui... Oui, ou une idée. Respect, je pense qu'il devrait être un peu plus développé aujourd'hui, enfin, un peu trop absent de nos jours. Religion. Attention. Pour moi, c'est un souvenir. Espoir. Espoir difficile. Nous avons débuté notre entretien avec Chrysinelle. Je vous propose de le clore avec lui. Dans la première lettre à Jean-Pierre Monnier, datée du 23 mai 1948, Chrysinelle imagine comme un possible bonheur la fin de ses tourments. Et il écrit « Peut-être un jour, devant un beau paysage calme, je voudrais que ce fût la mer, vous laisserai-je entrevoir ce qu'il y a au fond du gouffre. » Et vous, Éric Bulliard, dans un tout autre contexte, mais dans une même tonalité, vous évoquez l'espoir du meilleur pour les habitants de Sainte Kilda et vous écrivez « Les McQueen, les McCrimmon, les Ferguson se retrouvent chaque matin sur le pont en se félicitant de cette décision déchirante qui leur permet de regarder ensemble l'horizon et un avenir inespéré. Ils n'oublient pas pour autant leur île, ni ceux qui sont restés au village, encore moins les larmes des vieux que l'on n'avait jamais vus pleurer, comme s'ils refusaient que leurs enfants aient droit au bonheur. Alors votre définition du bonheur, et j'espère sans indiscrétion, quelles sont les choses positives que vous êtes en train de vivre en ce moment? Alors la définition du bonheur, je trouve que c'est très compliqué. Non, mais j'ai une vie très agréable. J'ai une vie de couple harmonieuse, tranquille en tout cas tout à fait agréable et stable. J'ai une vie professionnelle aussi qui me comble, donc je suis plutôt, je devrais plutôt être heureux mais j'avoue que le trouble actuel, enfin le monde dans lequel on vit me trouble beaucoup. J'ai beaucoup de peine de faire abstraction de toutes les horreurs qu'on voit tous les jours, qui nous assaillent tout le temps. Je ne suis pas du genre à me dire qu'il ne faut pas que je regarde les infos, déjà c'est pas mon métier, mais à me faire une bulle, etc. Je suis très accro aux chaînes d'infos et aux journaux, etc. Donc j'ai un peu de peine à me dire profondément heureux dans la période qu'on traverse en ce moment. Très bien. Alors, dans le public, il y a forcément une ou deux questions. Oui. Est-ce que vous êtes allé sur la place de la cabine vous-même? Alors,
Je ne suis pas allé sur la place précise, on n'est pas allé jusque là-bas. On est allé dans la région, disons. Et on est allé jusqu'au bout de la route goudronnée. Quand ça devient une piste, sur vraiment, je ne sais pas combien de kilomètres, mais c'est assez long. Et du coup, c'est une piste un peu pas très carrossable. Et puis comme il n'y a plus rien, comme la cabine n'y est plus, on s'est dit que c'était un peu bête d'aller traverser le désert pour aller dans un endroit où il n'y a plus rien. Mais on allait dans le désert, dans l'endroit, pour un peu sentir l'atmosphère et voir les choses. Puis c'était en quelle année cette installation de cabine? Alors, la cabine, on ne sait pas exactement de quand elle date, probablement après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce qu'on n'a pas dit, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est qu'elle a été installée là parce qu'il y avait des mines. Donc elle était là au départ pour les mineurs. Il y avait des mines de basalte et les mines ont fermé, mais la cabine est restée. Donc c'est pour ça qu'elle avait été installée là. On ne sait pas exactement à quel moment elle a été installée. Probablement juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a été utilisée alors? Elle a été utilisée parce que les propriétaires de la mine, donc la mine était fermée, mais il y avait encore des gens qui habitaient sur place. Enfin sur place à des kilomètres de la cabine, mais qui parfois l'utilisaient. C'est pour ça que Ron, à force d'appeler, un jour quelqu'un a répondu. Parce qu'il y avait cette dame qui habitait à quelques kilomètres de là. Elle était, entre parenthèses, elle était fonctionnelle? Elle était fonctionnelle, oui, absolument. C'était pas que du rêve. Et puis elle a donc été démantelée en 2000, l'année 2000, parce que c'était devenu justement un tel phénomène où les gens allaient sur place pour répondre au téléphone. Et puis elle se trouve dans une réserve naturelle. Ah oui. Donc ça devenait un peu compliqué avec la faune, etc. Il y a trop de monde qui allait sur place, donc c'est aussi pour ça que j'ai dit, Ron, finalement, il a découvert cette cabine, mais en même temps, c'est aussi un peu par sa faute qu'elle a disparu, quoi. Parce qu'il en a fait un truc public et ça... Oui. Les gens de Saint-Hilda, ils avaient une langue à eux aussi. Vous avez étudié Ils parlaient gaélique. Ils parlaient gaélique, apparemment. Et puis avec ça, ils ont pu aller en Australie ou ils ont... Alors, oui, ils parlaient. Alors, peut-être qu'au moment où ils sont allés en Australie, donc c'était milieu 19e, peut-être qu'ils commençaient déjà un peu à parler anglais, mais je pense pas. Ouais. Ils ont dû apprendre. Je pense qu'ils ont dû apprendre l'anglais, ouais. Mais ils parlaient gaélique. Ils ont pendant très longtemps, ils parlaient pas anglais. Je crois même quasiment jusqu'au bout. Mais ils n'avaient même pas un dialecte dans le gaélique. Non. Je crois pas. Je crois que c'était vraiment gaélique. Typique pour ouais. cette île-là, peut-être. Je sais pas. Ouais. Mais ils avaient quand même des liens avec l'extérieur parce que l'île appartenait à un clan écossais, enfin une famille écossaise, qui de temps en temps envoyait des bateaux, etc. Et puis il y avait un pasteur sur l'île et une infirmière qui eux n'étaient pas de l'île. Donc c'est les liens qu'ils avaient quand même avec. Merci. Et je voulais vous demander, vous parliez de cet écrivain, Monsieur Dubois. Oui. Quel a été son point de vue quand il a vu qu'il a su que vous faisiez ce... Ah, je ne crois pas qu'il l'a su, je ne sais pas. Ah non? Non. Je lui fais un clin d'œil, ce que vous avez lu là, quand je parle de l'écrivain français qui allait sur place, c'est un clin d'œil, c'est lui évidemment. Donc je le cite à la fin, je remercie, je cite que c'est là que j'ai eu ma première source, mais je ne pense pas qu'il a été informé que ce roman existe, je ne pense pas. Alors, à l'issue de cette rencontre, j'aimerais, Éric Bulliard, et du fond du cœur, vous remercier chaleureusement au nom de tous pour ce moment de partage de poésie et d'amitié. Aujourd'hui, vous avez accepté de venir parler de cet engagement qu'est l'écriture. Vous nous laissez, avant de partir, cette confidence. Cette nuit, il n'existe plus de frontières, plus de fuseaux horaires, plus d'ici, de là-bas. Cette nuit, il n'y a plus que ce point perdu sur la carte, ce fragile squelette de métal où viennent se concentrer les rêves, les désirs, les espoirs, les envies de parler, de ne plus penser à hier ni à demain, d'oublier que l'on est toujours seul, que rien ne compte puisque tout est inutile. Cette nuit, tout peut arriver, n'importe qui pourrait venir offrir une tranche de sa vie qui prendra ici un sens, qui deviendra plus précieuse que tout parce que quelqu'un se trouve prêt à l'accueillir. Magnifique certitude qui m'a fait un peu penser à l'espérance du poète Mahmoud Darwish dans son exil recommencé.
Je ne suis pas venue rappeler à chacun son histoire. Je suis ici pour que nous nous souvenions ensemble de notre histoire commune. Le poète est à pied d'œuvre, seul, sans archéologue, sans anthropologue, sans historien, sans garde, seul, à pied d'œuvre, avec un peu d'herbe sèche, du sel et quelques nuages, non seulement pour rendre l'avenir proche moins lointain, ou le lointain passé plus proche, mais pour coller au plus simple, ramener à hauteur d'un arbre le plafond de son monde brisé. Éric Bulliard, merci. Merci à vous. Merci.